Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Très bien. Alors, Privan Gomo, même exercice. Vous qui souriez, je suppose que vous n'êtes pas militant communiste. C'est une idéologie avec laquelle j'ai beaucoup d'atomes crochus, je vous avoue. Mais effectivement, je ne suis pas militant communiste. Je suis Privat Ngomo. Et je veux saluer ici sur ce plateau Olivier. Merci pour l'invitation. Je veux saluer la charmante Yeli Monikam et naturellement le sémillant militant communiste Félix. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver sur ce plateau pour pouvoir discuter d'une question aussi importante que celle du Burkina Faso. Si on prend maintenant, brièvement, je suis le responsable général d'un mouvement que nous appelons le New Power, qui est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Mais depuis le 26 novembre 2022, j'ai été élu premier président d'une ONG nouvellement créée, une ONG panafricaine que nous avons dénommée l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, dont la vision est de mutualiser, un peu comme le RDA à la fin des années 50, toutes les énergies, tous les efforts pour que nous réussissions finalement à obtenir ce qui n'a pas été en 1960. Nous nous mettons ensemble pour arracher notre souveraineté à la France-Afrique qui continue à la garder captive. Naturellement, j'ai la mission de mettre en œuvre cette vision panafricaniste et j'espère que les frères qui m'ont fait confiance n'ont pas eu tort et que je serai à la hauteur de cette noble et ardue tâche. Voilà ce que je peux dire très brièvement pour ce qui est de ma... Déjà de nous avoir planté le décor. J'aimerais justement écouter Privat Ngomo sur ce que vient de dire Monique Yelikam, les conditions de signature de cet accord et surtout l'inopérationnalité ou bien l'inefficacité de cet accord-là entre le Burkina Faso et la France à travers l'opération Sabre. Et ensuite, donc, la décision des autorités de mettre fin donc, à la présence française au Faso en ce qui concerne les soldats. Quelle est l'analyse que vous en faites? Écoutez, sur le plan factuel, je n'ai rien à rajouter de ce qu'a dit Yeli Monikam.
elle est sur place, elle a accès aux textes, aux documents. Nous, nous sommes finalement des observateurs de seconde main ou de troisième main. Donc, je ne peux que me réjouir de toute l'information que notre sœur Yeli Monikam vient de livrer ici aux internautes. Je veux juste observer que la France ne change pas ses méthodes de secret, ces méthodes de duplicité, ces méthodes où systématiquement, il faut qu'elle fasse les choses pour son intérêt exclusif et jamais pour l'intérêt de la partie avec laquelle elle entend pourtant, en guillemets, signer l'accord. Je veux dire qu'au Gabon, et là c'est peut-être un peu plus ancien, en 1960, un accord de coopération militaire a été signé sans que le ministre de la Défense du Gabon ait été associé, sans que les experts en stratégie militaire aient été également associés. Et on a juste vu deux signatures. La signature d'un Premier ministre, Gabriel Léon Baminko, plus connu sous le nom de Léon Ba, Premier ministre en 1960, devenu président en 1962, et le secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer. Voyez-vous à quel niveau ils ont rabaissé le Premier ministre gabonais, sa signature à côté de la signature d'un simple secrétaire d'État. Et voilà comment est-ce que des accords de coopération militaire ont été signés entre la France et le Gabon, qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse et d'un vote au Parlement, et qui ont été, comme elle a dit, faits dans le secret. Et aujourd'hui encore, peu de Gabonais sont au courant qu'il existe ces accords. On en parle, mais on n'a jamais eu accès à la source. Donc vraiment, je constate simplement avec le regard du président de l'ONS qu'il nous faut mutualiser nos forces pour vaincre un adversaire qui utilise les mêmes méthodes dans des pays qui, isolés, ne vont jamais réussir à s'en sortir tous. Voilà ce qui m'inspire vraiment la réponse de ma sœur par rapport à la question que vous avez posée. Première question tout de suite. Êtes-vous partisan déjà de cet accord militaire entre la Russie et le Burkina Faso? Oui ou non? Tout de suite, avant qu'on entre dans les... Contrairement à mon frère Félix Atchadé, qui fait une comparaison, me semble-t-il, abusive de la présence militaire française en Afrique et la présence militaire russe en Afrique, je tiens à dire que les Français, leur présence militaire est l'héritage de la pénétration coloniale et donc de l'armée coloniale. Donc les Français ont pris possession par la violence, par la guerre, des terres africaines. Ils n'étaient pas invités, ils se sont imposés. Voilà l'origine de la présence militaire française. Et puis avec les accords de coopération, on a simplement légitimé une présence militaire coloniale. Bien. Donc, voyez-vous, pour ce qui est des Russes, ils sont appelés par les autorités. C'est différent. C'est différent quand on vous appelle et on vous demande de l'aide, comme les Européens ont demandé l'aide aux Américains, comme l'Afrique du Sud a demandé l'aide aux Russes à l'époque des Soviétiques, comme le Mozambique a demandé l'aide aux Soviétiques. C'est différent quand on vous appelle et vous venez en libérateur et ensuite vous laissez le pays se gérer comme il entend. C'est différent, cette attitude-là, de celle où vous êtes venu, vous êtes imposé par la force. Vous avez décidé de prendre possession d'un terrain qui n'était pas le vôtre. Donc vraiment, mon frère Félix, je voulais déjà apporter cette nuance fondamentale. Pour ne pas dire cette différence flagrante entre la présence militaire française, qui procède d'une volonté de prédation, que nous n'acceptons plus, et la présence militaire russe, à l'époque soviétique en Afrique, qui procède d'une volonté d'aide pour se débarrasser, à l'époque soviétique, des griffes des empires coloniaux occidentaux, et actuellement, pour la présence militaire russe, des griffes de la France-Afrique. Voilà, je voulais avoir apporté cette différence et conclure en disant que dès l'instant où un pays souverain a décidé, en toute indépendance, de faire appel dans les accords de coopération militaire à une autre puissance, eh bien, c'est le contrat qui les unit, qui va définir la présence de la puissance militaire. Et quand le temps viendra, cette présence militaire partira et les Russes vont respecter le temps qui leur sera donné. Tant que nous serons faits. Privan Gomo, ça on l'a compris, merci, on va essayer d'avancer. Seconde question, comment voyez-vous aujourd'hui l'offensive militaire russe, même au niveau de l'armée, mais également au niveau géopolitique, à la fois en Centrafrique, au Mali et aujourd'hui au Burkina Faso?
Quelle est l'analyse que vous en faites au niveau de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté? Je pense qu'il y a eu une confluence de facteurs qui, de façon simultanée, se sont présentés. D'une part, pour les peuples africains, notamment le Centrafrique, après avoir évité l'explosion ou l'implosion de son empire suite à la chute du mur de Berlin et donc à l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, voyez-vous, au moment où la Russie de Poutine est prête maintenant à revenir vers l'Afrique, il y a ce besoin que certains pays africains ont de pouvoir stabiliser sur le plan militaire leur territoire. Et comme la Russie est un grand pourvoyeur d'armes, eh bien, le marché était tout trouvé. Nous avons un besoin, nous sommes un client, et ce besoin peut être satisfait par un fournisseur. Allons vers la Russie et négocions le contrat, ce qui a été fait. Voilà comment je comprends de façon très simple cette offensive aujourd'hui que la Russie est en train de faire en Afrique. Il faut ajouter, je termine là, que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, le bloc occidental n'a pas respecté les accords de Yalta. Il y avait des chasses gardées, il y avait des précarés, et pendant toute la guerre froide, même si on se tirait à fleur mouchetée, il restait quand même qu'on respectait les zones d'influence. Mais quand l'Union soviétique a eu quelques soucis et s'est effondrée, qu'a fait le bloc occidental? Mais il n'a plus respecté les accords de Yalta. Il s'est empressé de récupérer les anciennes zones satellites de l'Union soviétique. Poutine, qui était à l'époque un espion du KGB, a suivi ça en direct. Et il n'a pas apprécié la manière dont son pays a perdu la face. Donc, lorsqu'il était en situation de reprendre sa revanche, eh bien, il s'est dit que le moment était venu de marcher sur les plates-bandes de la France. Tu sais surtout que cette dernière, à travers Emmanuel Macron, ne se gêne pas à soutenir Andrei Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, que l'on soupçonne d'avoir usé de poison pour l'éliminer. Et la France, on le voit dans la guerre, plutôt dans l'opération spéciale militaire que les Russes mènent en Ukraine, on voit bien que la France s'oppose comme un véritable adversaire, pour ne pas dire un ennemi de la Russie. Donc, Poutine fait une réponse du berger à la bergère en disant « Ok, tu marches sur mes plates-bandes, tu décides de m'affronter, je ne vais plus me gêner. Moi aussi, je vais te montrer que je suis capable… » Alors, Privan Ngomo, voilà un peu pour moi ce que… puisque vous avez un retard de temps de parole, avant qu'on écoute Monique et Elikam sur cette question, une dernière question toujours dans ce registre-là. Comment vous voyez tout de suite la diabolisation des autorités françaises vis-à-vis de la Russie, présentée comme des mercenaires, alors que les autorités du Faso ont dit que Wagner n'était pas présent au Faso et que c'était une coopération d'État à État, bilatérale entre deux États. On continue de parler de Wagner. Comment expliquez-vous cette diabolisation des autorités françaises à l'égard de la Russie et spécifiquement les pays qui signent des accords militaires et politiques envers Moscou? Je vais être très clair et très bref cette fois-ci. Vous savez, quand on a perdu le combat face à un adversaire plus puissant, car la France sait pertinemment que sur le plan militaire, elle ne fait pas le poids face à la Russie. Elle ne fait pas le poids face à la Russie sur le plan des matières premières. Elle ne fait pas le poids face à la Russie sur le plan de la démographie. Elle ne fait pas le poids face à la Russie sur le plan de la superficie territoriale. Donc, sur beaucoup de plans, la France ne fait pas le poids. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste la bouche pour se plaindre, tout simplement. Voilà. Et les reproches qu'elle fait à Wagner, elle ne les a pas fait à Blackwater, la société privée militaire que les Américains ont utilisée en Iran. Elle n'a jamais eu à se plaindre des mercenaires de la Légion étrangère française. Donc aujourd'hui, ce narratif de duplicité et de mensonge, nous le voyons tout à fait clair. Nous comprenons que la France est en perte de vitesse et qu'ayant perdu la partie, il ne reste plus que la bouche pour se plaindre et les yeux pour pleurer. Alors, sur la question de Wagner, Privat Ngomo, un mot rapidement.
et nous allons passer aux questions. Votre micro, est-ce que vous pouvez l'activer, s'il vous plaît, et nous dire un mot sur la question de Wagner et la nouvelle campagne de diabolisation qui est faite à l'égard du Burkina Faso, des autorités de la transition, en disant qu'ils faisaient venir des mercenaires pour lutter contre le terrorisme au détriment des soldats français. Mais je crois avoir répondu à votre question la dernière fois que vous m'avez posée. Vous me la reposez encore une deuxième fois. Oui, pour que vous nous la spécifiez mieux. Oui, je dois donner mon avis sur la diabolisation que les autorités françaises font de ce qu'ils appellent la junte militaire burkinabé. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je voulais faire deux observations et je vais m'arrêter là. La première, dire d'abord que pour une deuxième fois, je suis en désaccord respectueux avec mon frère Félix Achadé lorsqu'il dit que la question sécuritaire ne peut pas tout régler. Oui, elle ne peut pas tout régler, mais elle commence déjà par régler ce qui est urgent et ce qui est important. Un pays stabilisé, c'est un pays qui peut maintenant avancer souverainement dans la gestion des problèmes qui sont vraiment des problèmes internes. Et cette gestion passera certainement par une réforme de la Constitution, une réforme des institutions pour pouvoir les adapter à la réalité des pays africains, car l'État post-colonial qu'on a hérité de la France est un instrument de domination qu'il nous faudra absolument démanteler. Mais pour démanteler cet État, encore faut-il être souverain. Et on est souverain quand on se dépasse, quand on se défait militairement d'une puissance étrangère. Donc oui, il faut d'abord que sur le plan sécuritaire, nous puissions nous débarrasser de la présence militaire française. Et si la Russie peut nous y aider, eh bien, tant mieux. La deuxième observation, c'est que cette souveraineté reconquise du Mali et puis du Burkina Faso et puis du Centrafrique, veulent-ils la vivre dans une approche État nationaliste ou dans une approche d'État fédéraliste? Je m'explique. Moi, j'imagine bien une armée burkinabé malienne qui serait située à la frontière des deux pays et qui pourrait annoncer là le noyau d'une armée fédérale continentale. J'imagine que le Centrafrique pourrait rejoindre cette armée, que la Guinée-Conakry pourrait également rejoindre par ses contingents cette armée, que chaque fois qu'un pays sortirait du souk france-africain, alors il pourrait envoyer des militaires pour que ces derniers viennent grossir l'armée, on va dire, panafricaniste qui est en train de se mettre en place. Voilà la vision qu'il nous faut maintenant avoir. Ne pas vouloir reconquérir notre souveraineté pour l'inscrire dans une démarche État nationaliste. Autre chose, et je finis là. Quand on aura réglé la question sécuritaire, la question militaire, la question économique va se poser, la question politique va se poser, la question diplomatique va se poser. Est-ce qu'on ne peut pas penser à une monnaie commune du Mali, du Burkina, du Centrafrique, de la Guinée-Conakry? Pourquoi ces pays qui s'affranchissent du joug france-africain, qui quittent la zone franc, ne peuvent pas se mettre ensemble? On aurait là en fait un embryon, mais réel, de la construction d'un État fédéral comme le voulait le président Kwame Nkrumah. C'est pour moi là une vision stratégique qu'il faut peut-être développer et mettre en œuvre et peut-être même suggérer à nos chefs d'État africains s'ils sont vraiment panafricanistes et s'ils ont compris que seuls et isolés, ils ne pourront pas véritablement s'en sortir. Ivan Gomo, c'est à vous sur la question de la transparence des contrats, sur la question également de ce que disait votre vis-à-vis, M. Félix Achadé, et puis sur les contributions des uns et des autres, notamment de Ali Saïd Hachimo et de M. Aouma. D'abord sur la transparence des contrats, des accords de coopération. Nous entrons dans une nouvelle ère où de plus en plus des responsables politiques souverains qui ont le souci de l'intérêt général africain de leur pays vont discuter d'égal à égal avec des partenaires. Et je ne doute pas qu'après les discussions, le Parlement sera convoqué, la représentation nationale sera appelée pour apprécier le travail qui engage toute la nation. Et lorsque l'Assemblée nationale aura voté, il est normal qu'une loi soit prise et qu'elle soit promulguée par le chef de l'État et publiée au journal officiel. Voici la démarche qui va de plus en plus
être mises en place. Il faut reconnaître que dans le passé, ce n'était pas le cas. La France, comme nous l'avons dit au début de cette émission, avait toujours pour elle le souci exclusif de ne voir que ses intérêts et ne voulait pas que les questions fondamentales soient abordées sur le contrat qu'elle faisait signer, parce que naturellement, les nationalistes auraient eu à redire sur des clauses qui ne sont qu'au bénéfice de la France. Donc, oui, il y a une nouvelle ère qui s'annonce. Et nous ne pouvons que nous réjouir qu'elle commence avec la Russie. Car, on l'a vu, le président Assimi Goïta, du temps où il était vice-président de la tradition, sous Badao, avait souhaité signer les accords militaires de coopération au motif qu'il était le vice-président chargé de la sécurité. Eh bien, le président Vladimir Poutine a refusé, estimant que c'était de la seule prérogative du président de la République de signer les accords de coopération. Et c'est quand il y a eu donc la rectification, appelons ça comme ça, que les accords ont pu être signés. Donc, on voit quand même que Vladimir Poutine est beaucoup plus respectueux de la souveraineté des nouveaux chefs d'État africains que ne le fut la France. Donc, il faut s'en réjouir. D'accord. Moi, je m'en réjouis. Merci beaucoup, sur les autres aspects. Rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, je ne voudrais pas revenir sur les points que je partage déjà avec mes frères. Il ne vous a pas échappé que vous avez eu l'occasion de vous exprimer, ou bien du moins que le secrétaire général de l'organisation néo-panafricaniste, le secrétaire général adjoint, respectivement M. Ali Ashimo et Aouma Adjaye, ont pris la parole. Donc, je ne vais pas redire ce que mes collaborateurs de l'ONS ont déjà eu à dire. Donc, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste terminer en faisant une petite publicité à l'endroit de notre organisation. Notre organisation a l'intention de s'inscrire dans un combat où nous devons absolument mutualiser les forces africaines du sous-continent de l'espace francophone pour que nous puissions véritablement nous inscrire dans la perspective d'un État fédéral continental. C'est important à dire. Donc, ceux qui nous écoutent, qui prennent attache avec nous, qui essayent d'être les membres de l'ONS, quel que soit leur pays, car nous pensons que c'est ensemble que nous allons réussir à vaincre la bête et à nous organiser sur les 50 prochaines années dans la logique fédérale qui serait très bien pour l'Afrique et pourrait ainsi positionner l'Afrique comme un pôle dynamique, comme un pôle dynamique dans un On va prendre quelques questions en plus. Merci, mon frère Olivier Dossour. Je vais effectivement donner mon mot de fin. À travers les exemples du Centrafrique, du Mali et maintenant du Burkina Faso, la France est face à une alternative. Changer ou partir. Changer pour les nouvelles générations africaines, c'est commencer à prendre en compte que nous souhaitons mettre ensemble avec elles un nouveau paradigme, un nouveau deal. Et dans ce deal, il est question qu'il n'y ait plus de présence militaire française en Afrique. Car cette présence nous rappelle par trop l'héritage colonial de l'armée sanction et l'armée coloniale qui a pris nos terres, qui l'a dépossédé. Changer, c'est aussi abolir la monnaie du franc CFA qui, depuis 62 ans, nous empêche de nous industrialiser, nous empêche de conduire nos économies, nous empêche de redistribuer les richesses, nous empêche de faire vivre à nos populations un bonheur que pourtant les richesses du sous-continent africain regorgent. Changer, c'est aussi pour la France refuser d'interférer, de s'ingérer dans les affaires africaines. Changer pour la France, c'est aussi lever le pied sur la francophonie et ne pas vouloir voir sa civilisation seule, sa langue seule rayonner en Afrique, mais laisser les Africains aussi exprimer
toute leur réalité culturelle et linguistique. Changer pour la France, c'est accepter qu'il n'y ait plus ces médias mensonges, ces médias mainstream qui libèrent à chaque fois une ligne éditorialiste, un format de pensée pour nous embrigader dans l'esprit d'Assif-Sana. Voyez-vous, c'est la première alternative qui s'offre à la France, le changement. Est-elle prête à cela? Peut-être pas, car elle a beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre. Il reste donc de partir, et elle partira si elle ne peut pas changer. Elle partira comme le Portugal est parti du Mozambique, parti d'Angola, parti de la Guinée-Bissau. Elle partira comme l'Espagne est partie de la Guinée équatoriale. Et elle partira comme la Grande-Bretagne aussi, sur la pointe des pieds, est partie de ses anciennes colonies. Le monde multipolaire qui se présente est une grande opportunité pour l'Afrique, qui dispose de toutes les ressources, tant matérielles qu'humaines, et qui a, à travers sa jeune population, qui sera la plus jeune du monde en 2050, les atouts nécessaires pour devenir une des plus grandes puissances renaissantes de ce siècle et du troisième millénaire. Nous portons aujourd'hui cet espoir et nous souhaitons vraiment, nous voulons vraiment que le plus grand nombre d'Africains, de Kamites, en soient convaincus pour qu'ensemble nous menions à bon port le rêve du siècle passé d'une Afrique fédérale qui annoncera sa renaissance. Voilà le mot de fin que je voulais, en tant que président de l'organisation néo-panafricaniste, délivrer à nos internautes, que j'invite encore à se rapprocher de nous pour que nous soyons une grande armée de cette renaissance. Je te remercie beaucoup, Olivier Doussou, pour m'avoir invité à participer à cette grande émission. Merci, Privat Ngomo, pour